Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Looking for Rugby. Émission qui fera le bilan de cette superbe année, de ce grand cru 2014 qui explique ce maillot notamment. Flop 5, top 5, nos 5 coups de gueule entre guillemets, nos 5 coups de cœur également entre guillemets et des mentions honorables pour compléter. Bien sûr, quand on parle d'un classement, on ne peut pas être complet et une subjectivité inhérente sera forcément présente, consubstantielle de notre mauvaise foi. Nous commencerons donc notre classement par les flops, par tout ce qui a été un petit peu moyennasse quand même dans cette année. Il y en a quand même, hein? Ouais, il y a matière à dire, t'inquiète pas. En 5e position, nous retrouvons Biarritz et Perpignan. Le Biarritz Olympique Pays Basque et l'Union Sportive des Arlequins de Perpignan. Deux clubs qui ont été relégués sportivement en 2e division à l'issue de l'exercice 2013-2014, deux monuments du rugby français qui ont sombré, qui ont disparu, entre guillemets, parce que la 2e division, ce n'est pas non plus les abysses, chers aux écrits de Lovecraft, mais tout de même, voilà, c'est quand même un changement important dans le paysage rugbystique français. Alors deux clubs quand même qui ont suivi des trajectoires assez différentes, on a très vite su pour Biarritz que ce serait très dur. Dès la première journée, défaite à domicile contre Clermont-Ferrand. Allez hop, déjà là on sentait que ça serait difficile. Beaucoup d'équipes sont allées chercher des points à Biarritz, au stade d'Aguilera. On a parlé d'altercations entre les joueurs, il y a eu des problèmes avec les entraîneurs, des problèmes extrasportifs, des problèmes administratifs. Ils ont pratiquement tout eu. Il y a eu des méformes, des recrutements un petit peu aléatoires. Voilà, on pense à Wainga, ce demi-ouverture néo-zélandais qui n'est pas mauvais mais qui n'a peut-être pas apporté tout ce qu'il aurait pu apporter. Qui ça? Wainga, ouais, Dan Wainga, c'est vrai que c'est peut-être pas le plus connu des demi-ouvertures néo-zélandais, je vous l'accorde. Pas de problème mon petit Hagen là-dessus. Mais voilà, dès la fin de la phase aller, on sentait que c'était cuit quoi. À la différence de l'USAP qui jusqu'à la dernière journée pouvait se sauver. Alors, pouvait se sauver, mais quand même des gros ratages. Défaite à domicile dès la 2e journée contre le Stade Français Paris. Grosse défaite lors d'un match délocalisé à Montjuic à Barcelone contre le rugby club toulonnais. Et l'USAP conservait une petite chance, une mince chance de se sauvegarder, de rester dans l'élite du sport français qu'il n'avait jamais quitté depuis plus de 100 ans maintenant. Au stade Marcel Michelin, en allant à Clermont-Ferrand. C'était ça l'unique chance qu'ils avaient. Et il fallait qu'aussi pendant ce temps-là, pour se faciliter la tâche, que Oyonnax qui se rendait à Brive en même temps, puisque forcément en dernière journée, et pour éviter les calculs, on fait un multiplex bien sûr, merci Canal, pour éviter les calculs à l'avance, il fallait que Oyonnax ne prenne pas de points à Brive. Or, Oyonnax a marqué 2 essais à la fin du match qui l'opposait à Brive et a pris le bonus défensif. Du coup, il fallait vraiment faire un coup énorme à Montferrand, ce qui n'a pas eu lieu bien sûr. Ce qui n'a pas eu lieu et c'était terminé quoi. Fin du match, fin de la saison, fin de tout. Pro D2. Voilà, maintenant c'est rendez-vous en terrain inconnu. Là c'est un petit peu rendez-vous en terrain inconnu pour eux, c'est sûr, ouais, c'est difficile. Après ça fait des beaux derbies avec Béziers et Narbonne. Ça c'est quand même bien. Ça c'est quand même bien, voilà. Puis voilà, on relance, on recrée un nouveau projet. Maintenant il y a des nouveaux problèmes administratifs qui apparaissent. Voilà, c'est pas évident, c'est parfois très difficile à négocier hein, une arrivée en Pro D2. On voit Biarritz aussi qui a du mal, qui stagne dans le milieu du classement. C'est très difficile. Des problèmes administratifs et financiers également. C'est vraiment, c'est pas évident quoi. Mais bon, l'occasion de lancer des jeunes joueurs, l'occasion de remanier globalement tout le staff, toute l'organisation. Ça peut être une cure d'amaigrissement et de rafraîchissement et de jouvence véritable pour ces clubs. Donc souhaitons-leur le meilleur. Mais bon, la Pro D2 pour en sortir, c'est vraiment pas facile. Et de voir également leurs anciens joueurs exploser ailleurs. Bien sûr, tout à fait, tu as raison de le signaler mon petit Hagen, puisqu'on voit d'anciens Biarro et d'anciens Catalans s'exporter, et même bien s'exporter. On pensera à Sébastien Vahamaina, au frère Taofi Fenua par exemple. Non, je ne parlerai pas, pour des raisons évidentes, d'un certain joueur, 3 Carrel, du Racing, et du Racing, c'est tout, pas d'autre équipe.
Et oui, nous avons décidé de mettre en numéro 4 dans ce flop, dans ce top flop, pourrait-on dire, le 15 de France, notre cher 15 de France, si cher à notre cœur de supporters français. Sauf que, après cette victoire inaugurale dans tournoi à destination contre l'équipe d'Angleterre, qui a quand même fait bien plaisir, même si en fait, quand on l'analyse un petit peu finement, elle n'est pas si satisfaisante que ça. Ah si, le 3 quarts centre était vachement bon. Ouais, enfin Dimitri, ouais, le 3 quarts centre si tu veux, ouais, pourquoi pas, ouais. Il y a eu un vrai essai de centre à la fin, l'essai de Gaël Ficou, mais en dehors de ça, il n'y a pas eu grand chose d'autre à se mettre sous la dent. Enfin, à part la chatte du début. Mais ça, c'est un autre problème. Disons que le bilan est quand même mitigé. 5 victoires, 6 défaites. C'est quand même pas terrible. Quand même très moyen. On a eu donc une 3e place dans le tournoi à destination, avec notamment une défaite importante au Pays de Galles et une défaite à domicile contre l'équipe d'Irlande. Une tournée catastrophique en Australie avec 3 défaites, dont 2 assez gigantesques. Il y a juste le test du milieu là où du sautoir est revenu, où il y a eu juste 6-0. Ouais, ça fait un petit peu match de fédéral ce genre de score, mais c'était pourtant un test match en Australie. Et une tournée du mois de novembre qui vient de s'achever, voilà, où après des espoirs initiaux, patatras quoi, tout se casse la gueule, comme d'habitude, là c'est la routine, voilà, on retombe encore dans les travers, et surtout voilà, le manque d'engagement qu'on a vu lors du test contre les Argentins, c'est juste invraisemblable quoi. Enfin bon, voilà, donc des problèmes dans l'agressivité, dans la créativité, dans le combat, l'utilisation du ballon, la pertinence, pas encore des problèmes de skills et des gestes techniques, enfin le mal endémique voilà, du rugby français, les mots endémiques du rugby français qui sont toujours là quoi. Ça c'est vraiment pas possible quoi. On est à 1 an de la Coupe du Monde, ça sent pas bon quand même, hein. Parce qu'on est dans la poule de l'Irlande. Irlande, une idée du bilan cette année mon petit Hagen? Bah, troisième au classement hein, mondial. 3e au classement mondial. Chiffre 1, une défaite cette année. Une défaite pour l'équipe d'Irlande cette année. Ouais bon, ok, c'est pas beaucoup. À Twickenham, en Angleterre, et c'est tout. Ils ont battu 2 fois l'Argentine, ils ont battu la Géorgie bien sûr, ils ont battu l'Australie, ils ont battu l'Afrique du Sud, ils ont battu la France, ils ont battu le Pays de Galles, ils ont battu l'Écosse et l'Italie. Fastoche. Fastoche. Surtout pour l'ouvreur. Surtout pour l'ouvreur, voilà, un bon demi-ouverture qui fait le métier. Joe Schmidt, super coach. Des internationaux préservés et disponibles pour le plus grand nombre. Une politique fédérale cohérente, depuis la base de la formation jusqu'à l'équipe nationale, jusqu'aux équipes nationales, puisque les jeunes jouent comme les seniors. Suivez mon regard. Et je ne parle même pas des franchises qui jouent pareil, en accord, en coordination avec l'équipe nationale. Voilà, avec nos clubs à nous, forcément, on en est assez loin. Voilà, bon. Équipe de France, hein. On va pas vous refaire encore le débat, mais on est assez loin de ces considérations-là. C'est quand même bien, quand on met l'engagement dans un match, on dit « Oh, dis donc, on a mis l'engagement dans le match !» Alors c'est quand même la base pour des joueurs professionnels. Je sais pas ce que t'en penses, mais putain, c'est pas possible quoi. Ils mettent pas l'engagement qu'il faut, mais ils sont rugbyman professionnels. Comment c'est possible? Comment on peut pas rentrer sur la pelouse avec envie de tout péter quoi, quand on est joueur du 15 de France? Comment c'est possible? Comment je peux te faire vorasser pendant une demi-heure par l'équipe d'Argentine? Est-ce que ça existe ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? On prend 4 drops dans le match, putain. On prend 4... Ouais, c'est bon, ça m'énerve. Suivant. Pour ce flop 3, nous avons choisi la convention entre la Fédération française du rugby et la Ligue nationale de rugby. L'une, l'entité fédérale, est celle qui gouverne le rugby en France en général, qu'il s'agisse du 15 de France, ou plutôt des 15 de France, parce qu'on dit toujours le 15 de France, mais en fait il y en a plusieurs. Et le rugby amateur en général. Et la Ligue nationale qui s'occupe du rugby pro, top 14, pro D2. Une convention a été établie pour protéger notamment 30 joueurs. 30 joueurs qui sont limités à 30 matchs par an pour les préserver, pour éviter la fatigue, les blessures, etc. Il y a également 70 joueurs, c'est ça, qui sont suivis, ça, ouais. Dont 10 étrangers. Voilà. Donc on est à... Ouais, en tout 70 joueurs, voilà, c'est un chiffre assez énorme avec un comité de suivi qui est dirigé par Serge Blanco. Voilà. On a supprimé le manager de l'équipe de France et on a mis un comité de suivi. Donc on change, mais on ne change rien. Nous sommes en France, n'est-ce pas? C'est toujours comme ça que ça se passe. Et une question me taraude quand même sur cette convention FFR-LNR. Un doute tanite. À quoi ça sert, putain? À quoi ça sert? À quoi ça sert? On protège 30 joueurs, on en prend 10, on en prend 20 autres. À quoi ça sert? À quoi sert cette liste? À quoi ça sert de les protéger, d'emmerder les clubs qui peuvent du coup pas les faire jouer? On sait que même les matchs de préparation d'avant-saison comptaient. Donc Guirado, il n'a pas pu jouer autant qu'il aurait fallu pour le rugby club toulonnais. Enfin c'est débile, c'est nul à chier. Allez, suivant, c'est bon, ça m'énerve.
Non, vas-y, je le fais pas celui-là. Ah, non, je le fais pas. Oh, ah non, 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 pas toi, pas toi, pas toi, pas toi. Surtout pas toi. Ça bon, très bien. Bon, d'accord. Ça bon, me fait plaisir. Voilà. Donc, mon cher Stade Français, voilà, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait des promesses de ton baptême, comme a dit Jean-Paul II? Franchement, dans les 6 premiers, quasiment toute l'année, un bonus offensif pris contre Castres au mois de janvier, et après, le tournoi destination, 7 joueurs s'en vont, et petit à petit, tout se déconstruit, tout se délite, tout se décompose, tout se dissout, tout se divulgue, tout divague, tout vomit, tout devient nul, tout devient ridicule, et voilà, on perd des matchs imperdables à Bayonne, enfin c'était à Anoeta, à Saint-Sébastien, qu'il avait lieu, un match imperdable. On perd pas, on fait match nul au Stade de France contre Toulouse alors qu'on avait match gagné. On perd contre ces tocards de nouveau riches du Racing Métro là. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible de perdre un match pareil. Enfin bon, la victoire sur le coup était méritée. On perd à Toulon alors qu'on doit faire match nul, mais bon. Voilà, des tas de choses qui ne sont pas allées. Un coaching peut-être de Gonzalo Quesada, pas totalement au point, mais avait-il seulement le choix avec les blessures? Et aussi, ces merveilleux internationaux, voilà. Mornestein et Digby Ioane, on va les citer. Et ouais, nous on balance, nous on dénonce ici à Looking for Rugby. Et voilà, je laisse Vincent en parler. Tu valais pas un piché de cidre, tu valais que dalle. Voilà, moi je te le dis. Donc voilà. Encore rien n'est perdu quoi, en plus. Nous on y a eu droit parce qu'on l'a vu en vrai. Ce magnifique barrage contre les Wasps. Oh putain, quelle horreur. Donc les mecs, Stade Français là, si vous nous regardez, regardez-moi là. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Non, touche pas au zoom. Touche pas au zoom, tu vas faire trembler l'image. Vas-y, regardez. Ouais, regarde en haut. Ok. Je vous ai à l'œil, hein. Je vous ai à l'œil les mecs. Je vous surveille. Bon, cette année, disons que certains indices m'amenaient à penser jusqu'à récemment que c'était plutôt bien parti, notamment victoire difficile, mais victoire quand même contre le Racing. Victoire plus sereine et plus intéressante, je trouve, contre l'Union Bordeaux-Bègles, confère nos précédentes reviews. Par contre, voilà, on est encore capable de lâcher complètement à Montferrand. Voilà, bon ça, écoute, hein, si on est capable de lâcher comme ça, c'est même pas la peine quoi. Bon, écoutez, on n'est pas encore à la moitié de la saison, beaucoup de choses peuvent encore arriver. On verra bien. Enfin bon, carton rouge pour cette saison quand même. Hein. Pour le flop 1, ça se passe de commentaires. C'est tellement bon. Couple of weeks for Japan. Lovely take by Hosuke Hashino. Hashino is away. This is the hammer. This is the try that takes Japan. Oh my goodness me. Every commentator's curse. It's happened before. It'll happen again. Donc voilà pour ce flop 5. Donc on n'a pas eu forcément beaucoup de facilité à choisir, puisqu'il y avait quand même pas mal de choses qu'on pouvait mettre. Donc on vous cite des mentions honorables, voilà, qui s'affichent à côté. Donc dans les mentions honorables, on peut citer l'Italie, qui n'a gagné qu'un match cette saison. On peut vous signaler les Samoa, qui ont menacé de faire grève avant le match contre le 15 d'Angleterre quand même cette semaine. Voilà, avec des menaces, des pressions faites sur les joueurs. La fédération samoane est intimement mêlée au gouvernement samoan. Et des choses un peu louches, voilà, des dérives un petit peu, ouais, c'est pas terrible. L'équipe de France de rugby à 7, voilà, qui a du mal à s'installer durablement dans le paysage du 7 mondial, et c'est assez inquiétant parce que c'est très bientôt qu'arrivent les sélections pour les Jeux Olympiques de Rio. Le rugby va redevenir sport olympique à travers le rugby à 7, compétition masculine et féminine, et pour les mecs, parce que pour les filles ça se passe un peu mieux, pour les mecs ça se passe moyennement bien, moi je crains qu'ils ne se qualifient pas quoi. Franchement là, ça va pas être simple. Les Saracens qui ont réussi le doublé de la honte quand même, voilà, atomisé en finale de H-Cup contre Toulon, complètement nullifié et battu au bout du suspense par Northampton au bout de la prolongation. Voilà, donc le doublé de la honte un petit peu pour les Saraboks comme on les appelle de temps en temps. Montferrand, voilà, pareil, quasiment un doublé de la honte. Montferrand qui est éliminé précocement en H-Cup, bon après un arbitrage de notre ami Nigel Owens, l'arbitre gallois, voilà, qui, bon, sans commentaire. Et la première défaite à domicile depuis 4 ou 5 ans, je crois, depuis 2009, c'était Biarritz, dernier coup, 2009, qui les avait battus, contre Castres, une semaine après avoir envoyé l'USAP en Pro D2. Franchement, c'est pas cool, les mecs. Franchement, ça, c'est pas cool. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Castres, qui donc a gagné à Montferrand, qui fait un mauvais début de saison.
vraiment assez calamiteux. C'est vraiment des conditions difficiles pour les castrer, même si sur le dernier match, avec notamment le retour de l'ancien Montferrandais, Sitiveni Sivivatu, ça va un petit peu mieux a priori, mais bon, voilà. La saison n'est pas terminée, mais bon, ça, pour être dans les 6, ça va être chaud, quoi. Ça va être franchement chaud. Après les polémiques sur l'arbitrage, c'est simple, un match, une polémique. Globalement, c'est ça le ratio. Donc il va falloir arrêter un peu d'accuser l'arbitre. Un jour, les arbitres, ils vont accuser le plan de jeu des coachs, ils vont accuser le manque de skill des joueurs, ils vont taper là où ça fait mal aussi, hein. Donc enfin, arrêter un petit peu de dire n'importe quoi. On a le problème, un peu le serpent de mer qui revient, le quota. Les quotas en Afrique du Sud, les quotas de joueurs de couleur en Afrique du Sud, ça c'est un truc qui revient hein, sans arrêt. Ça, on les fait, on les fait pas, on les fait, on les fait pas. Bon, ça, on est peut-être pas bon pour juger. On a aussi le problème des Lions du Racing, voilà, le Racing Métro 92. Le Racing Métro 92 avait fait un recrutement quand même assez ambitieux avec des Lions britanniques, voilà, des joueurs quand même de très haute qualité, de haute valeur ajoutée. Mais non. Force est de constater que la mayonnaise ne prend pas vraiment. Maintenant, les championnats celtes et français sont différents. Les équipes celtes, les équipes nationales et le jeu qu'on pratique dans le top 14 sont assez différents aussi. Donc, on peut comprendre que la mayonnaise ne prenne pas, mais à ce point-là, c'est quand même assez incroyable, quoi. Comme assez incroyable, voilà. Les Lions du Racing sont plutôt des petits chatons mignons quand même, hein. On va pas dire, mais bon. Et pourquoi dépenser autant d'argent alors qu'on a des joueurs locaux et nationaux qui font autant le boulot que les Lions qu'on a recrutés à prix d'or? Jean Dumoulin à la place de Roberts. Jean Dumoulin à la place de Roberts, voilà. Et puis pour finir. Ou Dambiel à la place de Sexton. Ou Dambiel à la place de Sexton, tout à fait. Et on pourrait parler aussi de la finale de top 14 2016 qui aura lieu à Barcelone pour cause de Coupe d'Europe de foot. Voilà, bon, ça fait un peu chier quand même, hein. Bon. Sur ce, maintenant, nous passons au top. En 5e position de notre top, nous retrouvons Michael Cheika. Michael Cheika, qui vient d'être nommé coach principal de l'équipe nationale d'Australie, les Wallabies. Quant à Wallabies, si vous cherchez le nom sur Twitter. Qui est Michael Cheika? Donc c'est un Australien d'origine libanaise. Il a eu une petite carrière de joueur et maintenant il s'est quand même fait connaître par sa carrière d'entraîneur. Il a entraîné le Leinster, il a entraîné le Stade Français, ça s'était pas très bien passé parce que par exemple il voulait faire jouer essentiellement des jeunes joueurs, créer une équipe de jeunes joueurs de Paris sans jamais les faire jouer. Donc ça marche pas très bien, quoi. Ensuite il a entraîné les Waratahs avec lesquels il a enfin gagné le Super Rugby. Voilà, les Waratahs, l'équipe de Sydney, si je dis pas de bêtises, sont devenus champions de l'hémisphère sud, notamment avec un joueur qu'on aime bien ici, c'est Alofa Alofa, qui depuis a signé à La Rochelle. Et maintenant, il est coach de l'équipe d'Australie. Voilà, je voulais souligner quand même que c'était un bon technicien. Quand on le mettait en bonnes conditions, il pouvait faire des bonnes choses et que c'est du mieux pour l'équipe d'Australie, même si ses débuts sont un petit peu pénibles. Mais après, il a affaire avec les carences du rugby australien. En 4e position, nous avons choisi de vous placer les Pumas, los Pumas, l'équipe d'Argentine, l'équipe nationale d'Argentine, qui est en progrès, qui a eu du mal sur cette tournée d'été, plusieurs défaites contre l'équipe d'Irlande, mais généralement en tournée d'été, le sélectionneur, Daniel Urquhart, comme son prédécesseur d'ailleurs, Santiago Fellan, il fait plutôt jouer des jeunes joueurs pour reposer ces cadres qui ont joué les championnats européens juste avant, parce que sinon aux 4 nations, les mecs qui vont arriver, terminés, quoi, c'est même pas la peine. Pendant le 4 nations, première victoire, enfin contre l'équipe d'Australie. Voilà, des joueurs qui émergent, une génération qui émerge. Et voilà, une victoire contre la France, voilà, pleine d'agressivité, d'envie. De sang. Voilà, un match assez physique, voilà, beaucoup d'engagement. Et ils ont fait ce qu'ils savent faire, et ça marche. Et le pire, c'est qu'on sait ce qu'ils savent faire, et qu'on se fait avoir quand même. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Ne jamais retenir les leçons. Ne pas s'intéresser à ce qui se passe avant. Ouais, bon, peu importe. C'est voilà. Donc voilà, une équipe en progrès. Daniel Urquhart, le sélectionneur, l'a annoncé, un minimum en 2015, sortir de la poule de la Coupe du Monde, au maximum être champion du monde. Et voilà, comme ça c'est dit. Vous l'aurez entendu ici, si vous ne l'avez pas lu avant, vous l'aurez entendu ici. En 3e position, comment ne pas évoquer le rugby club toulonnais et l'immense, le prodigieux Johnny Wilkinson. Wilco the Wizard, le sorcier comme on l'appelait dans son jeune temps. Un doublé historique, Coupe d'Europe et Championnat de France, vraiment une performance assez incroyable. C'était la 2e fois de suite qu'il remportait la Coupe d'Europe également. Et cela signe également la fin de la carrière professionnelle, de rugbyman professionnel pour Johnny Wilkinson.
Une carrière qui aura été ponctuée notamment d'un grand chelem dans le tournoi Destination en 2003 et d'un titre de champion du monde et de meilleur joueur de l'année la même année. Ensuite viendront des blessures, des doutes, des difficultés et la résurrection que l'on connaît au rugby club toulonnais. Voilà, le nécromancien Mourad a encore fait jouer ses pouvoirs magiques comme il avait fait avec Bakis Botha, Danny Rosso ou Joe Van Niekerk. Voilà, le magicien a opéré, la magie s'est créée et Johnny reste toujours Johnny. En numéro 2, j'aimerais vous éclairer un petit peu sur un joueur que j'ai beaucoup apprécié cette année, qui s'appelle André Pollard. André Pollard, c'est un joueur sud-africain, il a participé à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, il a été finaliste, il a perdu la finale contre l'équipe d'Angleterre, mais il a été élu meilleur joueur, MVP, de cette compétition. Du coup, le sélectionneur de l'équipe d'Afrique du Sud l'a appelé en équipe première, chez les Springboks, directement, et l'a rendu titulaire très vite, même directement. Et il a réalisé vraiment des très bonnes rencontres, des bonnes prestations, des bons matchs, après quelques hésitations initiales, ce qui a notamment permis à l'Afrique du Sud de s'imposer contre la Nouvelle-Zélande lors du match à domicile à Johannesburg, un match extraordinaire. Si vous pouvez le trouver, franchement, regardez-le, ça se regarde sans fin ce genre de match. C'est vraiment impressionnant. Un jeune joueur vraiment plein de talent, un 10 comme on n'en fait pas beaucoup. Et enfin, notre grand gagnant de l'année, c'est évidemment, pour nous, ça semble évident, c'est Julian Savea, le 3 carrel de l'équipe de Nouvelle-Zélande, le 3 carrel des All Blacks, qui est sur un rythme assez hallucinant, voilà. En 30 sélections, 29 essais, bon, c'est assez impressionnant quand même, hein. C'est un joueur, voilà, qui est capable de pratiquement tout faire, de créer des situations, de débloquer d'autres situations, de réaliser des gestes techniques incroyables, de franchir physiquement. Et ce qui a conduit Steve Hansen, le sélectionneur des All Blacks, le coach de la Nouvelle-Zélande, à casser un tabou et à prétendre, sans trembler, qu'il était meilleur que le légendaire Jonah Lomu. Ce que personnellement, j'approuve. Personnellement, j'approuve ça. C'est différent, c'est pas la même époque. C'est pas la même époque. Évidemment, faire des comparaisons est toujours mal avisé, bien sûr, mais il commence à peine. Il a commencé en 2012. Il a marqué un triplé pour son premier match. Comme t'es dit. Ouais, sauf que c'était contre l'Irlande, lui. Comme t'es dit. Ouais, ah non. Ouais, pas comme t'es dit, ouais. Donc voilà, un joueur assez exceptionnel que ce Julian Savea. Comme pour les flops, on continue. Et on termine même avec nos mentions honorables, voilà. Ceux qui auraient pu figurer dans ce top 5, mais bon, comment on a choisi d'en mettre que 5, voilà, on n'avait pas fait un top 150 non plus. Alors, de qui on pouvait vous parler? On pourrait vous parler de la Coupe du Monde féminine, voilà, qui a été quand même un beau succès public, qui s'est déroulé en Ile-de-France, à Marcoussis et au stade Jean-Bouin de Paris. Vraiment, c'était un beau succès populaire. On a notamment connu pas mal de joueuses intéressantes, notamment Magali Harvey, qui a été élue meilleure joueuse du championnat, voilà, Magali Harvey, on vous met une petite image. Voilà, qui a marqué un bel essai, notamment en demi-finale contre l'équipe de France. Nous avons également les femmes dans le rugby, voilà. Les femmes dans le rugby, c'est vraiment quelque chose dans les médias qui se fait de plus en plus, avec notamment Marie-Alice Yaé, Clémentine Sarlat, Cécile Gray et bien sûr Isabelle Iturburu. Voilà, plus de présence féminine, donc des points de vue différents et donc de l'amélioration dans le traitement du rugby. Ça paraît indéniable. On a éventuellement aussi la très bonne saison de Northampton, les Saints de Northampton, qui ont réalisé le doublé championnat d'Angleterre Hamlin Cup. Bon, c'est pas un énorme doublé, il faut le faire quand même. Ça se fait pas tout seul, avec des joueurs assez exceptionnels comme George North. Aussi, on pourrait vous parler de l'Irlande, qui a fait vraiment une très bonne saison. Hein, l'Irlande, t'as vu un peu l'Irlande? Sauf Sexton. Sauf Sexton, ouais, il aime pas Sexton, Hagen. Allez savoir pourquoi. Et pourtant, si, je l'aimais bien, ouais, à la base. Ouais, super. Donc Sexton et l'Irlande, voilà, qui n'ont perdu qu'un seul match cette année à Twickenham. Franchement, il faut quand même le faire. L'Écosse, proposée par Vern Cotter, l'ancien entraîneur de Montferrand, est vraiment séduisante. Beaucoup de jeux. Ils ont même réussi à faire douter les All Blacks, même si c'était l'équipe B des All Blacks. Je suis désolé, quand on est All Blacks, on n'a pas d'équipe B, on est juste les All Blacks. Donc, ils ont réussi à faire douter les All Blacks, c'est quand même pas mal. Brian Driscoll qui s'en est allé, voilà, légendaire capitaine de l'équipe d'Irlande. N'est plus joueur, voilà, bah, il avait passé la trentaine largement, il doit avoir 34 ans ce garçon. C'est bon, tout à fait jeune. Ouais, tout à fait jeune, bien sûr. Ouais, ouais, bon, il commence à être un peu ancien. J'aimerais aussi parler d'un joueur argentin, c'est Manuel Montero. On vous met à l'écran les images de son essai contre l'équipe d'Australie, c'était en Australie. Vraiment un 3 carrel
de très très bonne facture. Il me plaît beaucoup. Au rang des joueurs aussi qui m'ont beaucoup plu cette année, j'aurais parlé d'un 3/4 centre néo-zélandais qui faisait uniquement office de doublure de Mahanunu et qui finalement est bien plus que ça. C'est Malakai Fekitoa, vraiment un joueur qui m'a beaucoup plu, qui est capable de tout faire, pareil hein, comme Savea, mais ça c'est les arrières néo-zélandais sont comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, régalez-vous, c'est pour vous. Brody Retallick, le deuxième ligne de l'équipe de Nouvelle-Zélande, qui vient d'être le meilleur joueur du monde. Franchement, pour un deuxième ligne, c'est vraiment pas mal quoi. Et ça met l'accent sur les tâches obscures du rugby, et ce qui nous change un petit peu des talents d'or, Société Générale de France 2, où c'est celui qui marque des points qui est élu quoi. Donc bon, c'est quand même un peu moyen. On a aussi la Champions Cup. La Champions Cup, voilà, qui a changé de format plus resserré. 20 équipes plutôt que 24. Donc ce format, personnellement, me plaît plus. Je sais pas ce que t'en penses toi, Hagen, mais c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, c'est stimulant. C'est vraiment stimulant. Vraiment, c'est séduisant. Voilà, le mot juste est là, c'est séduisant. Je voudrais parler, enfin un petit mot de rugby à 13 aussi. Donc les Dragons catalans, l'équipe de Perpignan de rugby à 13, une franchise qui participe à la Super League anglaise, a été en demi-finale cette année. Vraiment c'est bien pour le 13 français, ça apporte un petit éclairage quand même sur le 13 français et sur la ville de Perpignan qui a quand même perdu son équipe de rugby à 15 de première division. Salut les mecs. Un petit mot quand même sur l'Uruguay qui s'est qualifié après barrage intercontinental me semble-t-il pour la Coupe du Monde 2015. Les Uruguayens retrouvent la Coupe du Monde. On connaît tous un joueur uruguayen, c'est bien sûr. Qui ? Rodrigo Capo Ortega quand même, le deuxième ligne de Castres, voilà, qui est quand même un sacré joueur. Hein. Quand même signaler. Pour finir, j'aurais parlé des nouveaux centurions de l'année, donc je vais sûrement en oublier. Donc j'aurais parlé de Brian Abana, de Jean de Villiers et de Adam Ashley Cooper. Voilà. Il y en a sûrement d'autres que j'oublie, voilà, c'est ces joueurs qui ont dépassé les 100 sélections et qui font donc, de fait, partie de l'histoire de ce sport. Eric Chimaco avec... Eric Mako avec encore 100 capitana et 100 victoires comme capitaine et toutes les stats que vous voulez, bien sûr. Et voilà, c'est tout pour ce top flop 2014. On espère que ça vous a plu. Vous êtes d'accord, partagez la vidéo. Vous n'êtes pas d'accord avec nous, partagez la vidéo. Vous voulez commenter, mais allez-y, commentez, allez-y. Rejoignez-nous sur Facebook, sur Twitter. Abonnez-vous à la chaîne. Un petit mot, Yann ? Bon bah écoute, c'était une année, une fin d'année très sympathique. Ouais, on a commencé au mois d'août, hein, donc forcément. C'est pour ça une fin d'année très sympathique. On espère vous voir de plus en plus nombreux chez nous. On espère que ce qu'on vous propose, bah, ça vous plaît un minimum. Donc n'hésitez pas, et puis voilà, bah écoutez, bah, passez de bonnes fêtes de fin d'année, et puis à très très bientôt. Et Philippe, si tu regardes cette vidéo, gagne des matchs, putain! Et souris!